Donc la finalité est donc d'arriver à une bonne organisation du territoire. Et je crois que on devait aborder à présent les objectifs de l'aménagement du territoire. Alors, s'agissant des objectifs de l'aménagement du territoire, alors, en convoquant Pichral, qui est un des géographes qui ont participé à la conceptualisation de l'aménagement du territoire, il a identifié trois principaux objectifs qui ont été, si vous voulez, définis de manière progressive en fonction de l'amélioration, de l'évolution du contenu même qui a été donné au concept d'aménagement du territoire. Alors, il dit que d'abord, il y a un objectif économique à travers cette recherche d'une organisation fonctionnelle du territoire. Et dans cet objectif économique, c'est naturellement de soutenir le développement économique des territoires. C'est-à-dire que quand on fait de l'aménagement du territoire, on doit tenir compte impérativement de la dimension économique du territoire. Et donc, dans sa finalité, l'aménagement du territoire doit viser le développement économique. Dans la conception du territoire que nous voulons aménager, nous devons travailler à avoir cette finalité, ces retombées positives du point de vue économique. Entre autres, il s'agit de susciter une meilleure spatialisation des hommes et des activités sur l'espace national qui soit la plus favorable à l'accroissement du produit national brut, réduire les disparités de développement économique, apporter des réponses au dysfonctionnement, aux contradictions spatiales. C'est-à-dire que même si nous travaillons à la spatialisation, c'est-à-dire à la répartition des hommes, cette dimension économique-là doit être intégrée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la prise en compte de la dimension économique ne doit pas simplement reposer sur la présence ou l'existence d'équipements ou d'infrastructures économiques. Malheureusement, c'est la situation que nous avons actuellement au Sénégal. Et dans beaucoup de pays ouest-africains ou africains d'une manière générale. C'est là où nous avons une forte concentration des activités économiques, des infrastructures, des équipements d'ordre économique que nous avons les populations les plus importantes. Or, si nous voulons travailler à une bonne spatialisation des hommes en tenant compte de la dimension économique, nous devons aller au-delà de ces équipements, au-delà de ces infrastructures. Puisque, comme je disais la dernière fois, si nous nous amusons à cartographier les ressources existantes, nous avons vu, je crois, la semaine dernière, une équipe gouvernementale se rendre à Kindu pour constater, pour mettre, si vous voulez, en avant l'importance de ces ressources minières, mais qui malheureusement faisaient l'objet d'une faible valorisation ou d'une valorisation qui ne prenait pas suffisamment en compte les populations locales ou bien qui ne prenait pas en compte suffisamment les retombées ou les bénéfices que l'État pouvait en tirer. Donc c'est dire qu'en réalité, quand nous faisons de l'aménagement du territoire, il est important de tenir compte de cette dimension économique, mais la prise en compte de la dimension économique, elle ne se limite pas seulement à identifier ou à regarder les infrastructures et les équipements existants, c'est de dire que nous avons des territoires, puisque nous travaillons à corriger les disparités, nous avons des territoires qui sont faiblement peuplés, mais que ces territoires disposent d'un potentiel, disposent d'un certain nombre de ressources qui peuvent faire l'objet d'une valorisation et donc d'une fixation à la fin d'une bonne partie de la population, ou en tout cas une masse assez critique de population. Aujourd'hui,
on voit notamment dans la partie sud-est du pays, que vous prenez Tambacounda ou bien que vous prenez la région de Kédougou, c'est des territoires qui sont relativement vastes, qui sont sous-peuplés ou peu peuplés, avec les densités démographiques parmi les plus pauvres, parmi les plus faibles du Sénégal. Mais en même temps, si vous ajoutez la carte des ressources, vous vous rendez compte que ce sont des territoires qui, du point de vue économique, même si on peut les qualifier de territoires pauvres, mais du point de vue des ressources et des potentialités économiques, ce sont des territoires extrêmement riches. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait de l'aménagement du territoire, on doit tenir compte de cette, si vous voulez, dimension économique. Et c'est ce qui nous permet de réduire non seulement les disparités économiques entre les régions. Aujourd'hui, par exemple, si nous voulons réduire les disparités entre Dakar et Kédougou, ou bien entre Dakar et la partie ou les régions sud du Sénégal, ce sont sur ce levier-là que nous devons tirer, en se disant que nous sommes en présence de régions qui aujourd'hui sont qualifiées de pauvres suivant un certain nombre d'indicateurs. À partir de cet instant, ces régions qui sont pauvres ou qui ne disposent pas de suffisamment d'opportunités déjà mises en valeur du point de vue économique ne peuvent pas assurer la fixation des hommes. C'est la raison pour laquelle je disais d'ailleurs la dernière fois qu'il arrive de retrouver beaucoup de jeunes à Dakar, beaucoup de jeunes sénégalais ailleurs dans les grandes villes du monde, mais sans pour autant que ces jeunes qu'on peut qualifier de migrants, que ce soit dans le cadre de l'exode rural ou dans le cadre de la migration internationale, sans que généralement ces jeunes-là passent par les principales villes du pays. Donc ils quittent leur village et c'est directement Dakar ou bien c'est directement les grandes villes internationales. C'est parce que justement, au niveau de ces régions intermédiaires ou de ces villes intermédiaires qui sont censées soutenir ou fixer ces populations pour participer justement à cette spatialisation rationnelle des hommes, ces villes ne disposent pas justement de ces opportunités-là valorisées à mettre à la disposition de ces migrants. Et donc, du coup, elles sont, ces villes ou ces régions, automatiquement ignorées par ces candidats à la migration qui visent d'autres villes qui présentent beaucoup plus d'opportunités. Et donc, travailler à l'aménagement du territoire, notamment au Sénégal, c'est arriver également à tenir compte de cette dimension économique-là de ces régions qui, du point de vue des indicateurs, restent des régions pauvres, mais qui sont dotées de suffisamment de ressources, de suffisamment de potentialités sur le plan économique et sur lesquelles, n'est-ce pas, on peut appuyer l'accélérateur qui peut constituer des outils de valorisation et de participer, si vous voulez, à la réduction de ces disparités. Ensuite, nous avons la dimension sociale. Donc, économique d'abord, mais plus les gens ont insisté sur la dimension économique, plus à un moment, ils se sont rendus compte que même si on réussit l'économie, même si on arrive à mettre en avant la dimension économique de l'aménagement du territoire et à avoir des résultats positifs, même si on arrive à ça, on ne pourra pas assurer une fonctionnalité du territoire parce qu'il n'est pas évident que les populations suivent. C'est-à-dire que vous arrivez à développer, par exemple, économiquement, les régions de Kédougou, les régions de Sédou, de Kolda, Tambacounda, mais que si la dimension sociale n'est pas prise en compte, forcément, cela va avoir, à court et moyen terme d'ailleurs, un impact sur la dimension économique. Parce que justement, les hommes, avec grand H, qui sont dans ces territoires-là, qui font l'économie de ces territoires, qui créent de la richesse, à un moment donné ne vont plus s'épanouir. Donc ils seront en face de richesse, en face d'activités économiques, sans pour autant connaître un bien-être ou un épanouissement sur le plan social. Et c'est la raison pour laquelle on dit, au-delà de cet objectif économique-là, il faut se fixer un objectif social. Promouvoir le bien-être et l'épanouissement de la population, la qualité des équipements, des services sociaux.
Et ça pose la question de la justice sociale. C'est-à-dire que dans ces territoires qui sont, si vous voulez, marginalisés, qui sont à la marge, à la périphérie, on doit également permettre à ces populations-là, quel que soit leur éloignement des grandes villes, des capitales comme Dakar, on doit donner à ces populations-là la chance de s'épanouir, la chance de connaître le bien-être. Et cela suppose que l'on joue non seulement sur les équipements sociaux, sur les infrastructures sociales, mais qu'on veille à la qualité de ces équipements et de ces infrastructures. Aujourd'hui, vous prenez par exemple, vous essayez de faire la répartition des médecins spécialisés au Sénégal. Par exemple, la répartition des chirurgiens, ou la répartition des gynécologues, la répartition des ophtalmologues, etc. Tout ce qui est médecine spécialisée, vous vous rendrez compte des énormes écarts qui existent entre les régions du Sénégal. Donc ça va traduire les fortes inégalités du point de vue social. Et ces différences sont une manifestation de ces inégalités sociales qui marquent profondément les territoires, avec toutes les conséquences que cela va entraîner en paix, en termes de paix, en termes de cohésion sociale. Ce que j'ai l'habitude de dire, que moi, à chaque fois qu'il y a manifestation, qu'il y a mouvement de personnes, que ce soit des grèves ou bien des mécontentements de population, quand ça se passe à Kédougou, j'ai particulièrement peur. Parce que le plus souvent, c'est meurtrier. Pourquoi? Parce que nous sommes en présence de populations qui se disent pourtant, nous sommes, enfin, pauvres, on nous qualifie de pauvres, alors que nous participons à la production des richesses, nous sommes assis sur des mines d'or. Et donc ça crée des sentiments de frustration qui font qu'à chaque fois qu'il y a manifestation, ou bien, n'est-ce pas, de manière permanente, il y a ce regard entre ces populations-là qui se disent que bon voilà, on est marginalisé, on n'est pas suffisamment pris en compte dans les politiques publiques, et de l'autre côté, ce qu'ils voient comme le symbole de cette situation-là, c'est-à-dire l'État. Que ce soit l'autorité administrative, que ce soit le policier, le gendarme, le douanier, etc. Et souvent, la confrontation a des conséquences malheureuses. Quand vous essayez de regarder toutes les crises qui ont affecté l'Afrique de l'Ouest au cours de ces dernières années, notamment les pays sahéliens, mais il y a une forte dimension de justice socio-spatiale qui se pose. Parce que vous regardez, comment dirais-je, ces régions, vous essayez de cartographier les zones qui sont le plus affectées par ces crises, que ce soit le terrorisme et autres, vous vous rendrez compte qu'en réalité, ce sont des zones qui sont en marge des politiques de développement. Ce sont des zones où avoir accès à l'éducation, avoir accès à la formation, à l'emploi, à l'électricité, aux services de santé, reste extrêmement difficile. Et cela crée des sentiments de révolte ou de manifestation, n'est-ce pas, très, très violentes de la part des populations. On a, si vous voulez, une sorte d'absence de l'État, donc du pouvoir public au niveau de ces zones qui sont qualifiées de zones marginalisées. Et quel que soit l'indicateur que vous utilisez, que ce soit des indicateurs de santé, etc., vous vous rendez compte jusqu'à quel point ces régions sont à la traîne en termes d'encadrement territorial, c'est-à-dire l'encadrement territorial qui devait être fait, réalisé par les pouvoirs publics, est absent ou bien très insuffisant. Et donc, dans ce contexte-là, les populations ne se sentent pas redevables.
l'État. Et quand des groupes armés, quand des mouvements djihadistes, quand des groupes qualifiés de terroristes vont dans ces villages, ils tentent de construire des mosquées ou bien d'offrir 200 000, 300 000 francs à des jeunes, mais facilement ils les font rallier. En juillet 2017, j'ai assisté, comment dirais-je, à un forum sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest, à Sikasso au Mali. Donc, les organisateurs avaient fait venir des jeunes qui ont été victimes, n'est-ce pas, de ces mouvements terroristes. Et ils ont pu témoigner. Mais dans leur témoignage, on sentait une forte accusation vis-à-vis de l'État, du pouvoir public. Un jeune qui me dit, voilà, moi, ils sont venus dans mon village, ils m'ont proposé 200 000 francs le mois. Je suis parti avec eux sans même essayer d'analyser. Parce que jamais dans ma vie, on m'a donné une opportunité d'avoir un emploi. J'ai 36 ans et je n'espère même pas avoir un emploi dans 5 ans, dans 10 ans à venir. Parce qu'ils ne sentent pas la présence de l'État. Il y a quelques années, j'ai conduit un travail dans le lac Tchad. C'est un peu la zone d'intervention de Boko Haram. Alors, dans les entretiens avec les populations, j'ai eu des témoignages qui ont fait froid au dos. Et ce qui est apparu, c'est qu'en réalité, certaines populations ont vu même en Boko Haram, bizarrement et de manière paradoxale, une sorte d'opportunité. Ils ont exprimé. Je suis venu en face du Codestria, c'est là-bas où se trouvait le bureau du programme Sahel du PNUD. Je suis venu pour faire la restitution. Et dans le tableau, j'ai mis Boko Haram une chance pour nous. C'est ce que les populations ont fait ressortir. Et ça, à partir d'exemples concrets. J'ai une femme qui était, je me souviens plus, à sa 6e, 7e grossesse. Elle m'a dit, mais elle n'a jamais su que quand on est en état de grossesse, on doit se faire consulter. On a la possibilité de se faire consulter, de se faire accompagner par une sage-femme. 6e ou 7e grossesse, je me souviens. Mais c'est ce qu'elle disait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand Boko Haram, elle habite les îles du lac Tchad. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le lac Tchad, c'est une zone, si vous voulez, à cheval entre 4 pays, on peut le Cameroun, on a le Niger, on a le Nigeria et le Tchad. D'accord? Donc c'est un ensemble d'îles qui constitue la zone. Alors, et vous connaissez Boko Haram, comment ils agissent, c'est-à-dire qu'eux, ils entrent dans une localité, ils brûlent le village, ils font de la violence, etc. Alors, quand ils sont venus dans les villages, ils ont brûlé. D'accord? Ils sont partis. Donc, les populations ne pouvaient plus vivre dans ces espaces-là. Et donc, elles étaient obligées de quitter. Donc, pour les Nigériens et autres, ils devenaient du coup des réfugiés dans la région du lac Tchad, au Tchad même, n'est-ce pas, autour des régions de Bol et des préfectures de Bol et de Batasoula. Et donc, les populations se sont déplacées. Elles sont venues dans ces villes. Donc, elles ont quitté les villages qui ont été brûlés, elles sont venues dans ces villes. Dans ces villes, naturellement, on a une affluence d'organisations humanitaires. C'est l'OIM, c'est PAM, c'est le ACR, etc. C'est tout le monde qui vient pour soutenir ces populations. Et dans ces soutiens, on dit, ah voilà, le réfugié a droit à l'éducation. Donc les enfants sont venus, il faut les aider. Ils ont droit à la santé. Ah, on a ici des femmes allaitantes, des femmes en état de grossesse, donc il faut les encadrer. Et donc la conclusion que la dame tirait, elle disait, mais
Donc ce qui veut dire que nous, si Boko Haram n'avait pas pris le village et que nous sommes restés là-bas, donc on n'aurait jamais eu cette opportunité de fréquenter ces structures tchadiennes. Des pôles ou de Bagassou. Nous avons voilà, des infirmeries, des centres de santé. Ça, c'est son témoignage. Après, il y a d'autres témoignages. Alors, quand j'ai fait ça en titre, un des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les responsables de cette étude, me disaient que j'étais en train de faire dans la provocation. J'ai dit non. Non seulement ce sont des propos qui viennent des populations, mais au-delà, moi je veux même vous aider à agir, à justifier de la pertinence des actions de votre programme. Parce que tous ces groupes ont su se déployer, ont su se développer, parce qu'ils ont trouvé un terreau fertile dans ces zones, abandonnées par les États. Et quand on dit abandonné, c'est du point de vue des services publics. On a eu cette situation au Sénégal. Regardez, le long de la frontière, notamment sud, entre la Gambie et la Casamance, quand on fait une analyse en tant que géographe, qu'est-ce que nous voyons? On voit que du côté gambien, nous avons les plus grandes villes. Likamaba, Bansan, Farafeni, Kerewa, etc. Donc vous avez un chapelet de villes le long de la frontière sur lesquelles l'ancien président Yahya Jammeh avait beaucoup investi du point de vue social et du point de vue économique. Pendant ce temps, en Casamance, on était dans une situation de conflit armé. Donc ce qui fait que l'État, sa présence était plutôt axée sur la sécurisation. Donc l'État était dans une lutte armée avec le MFDC et donc a misé sur ça. Donc il n'y a pas eu d'équipement ou d'infrastructure pendant longtemps dans cette zone-là. La conséquence de ça, c'est que toutes ces populations frontalières étaient fortement polarisées par l'espace, par les villes frontalières gambiennes. Moi, à l'époque, quand je faisais mes travaux, que ce soit de master, de thèse ou autre, je suis entré dans beaucoup de maisons le long de cette frontière, dans des villages. Mais c'est la photo, tu trouvais dans les maisons, c'est la photo de Yahya Jammeh que tu trouvais. Et quand tu échangeais avec les populations, ils te disent que mais c'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous donne l'éducation, c'est lui qui nous donne des opportunités de vente, etc. etc. Et c'est après, notamment avec les programmes de développement, que l'État du Sénégal a commencé à se redéployer à travers un certain nombre de programmes, notamment le programme d'urgence de modernisation des bases et territoires, qui participe un programme d'aménagement du territoire en réalité. Parce que ça participe de cette promotion de l'équité sociale et territoriale. Donc nous avons, si vous voulez, une dimension sociale particulièrement importante. Et tant que cette dimension sociale-là, elle n'est pas prise en compte, on ne peut pas réussir l'aménagement du territoire, puisque la finalité qui est l'organisation fonctionnelle du territoire, nous n'allons pas la mettre, puisque le territoire, que ça soit national, que ça soit régional, sera toujours marqué par des inégalités, sera marqué par des disparités. Et cela nous empêchera, n'est-ce pas, d'atteindre l'objectif final. Donc c'est pour le bien-être et l'épanouissement des populations, mais c'est aussi lutter contre la dégradation des cadres de vie. Parce que la personne, pour qu'elle puisse s'épanouir dans son territoire ou dans son espace de vie, il faut que ce cadre-là aussi soit bien aménagé. Quand nous avons de la pollution sonore, quand nous avons des problèmes de réseau et de voies divers, donc des problèmes d'assainissement, etc., on ne peut pas parler de bon cadre de vie. On s'approche de l'hivernage, on peut pas, on nous parle d'inondation. Donc ce sont des questions d'aménagement du territoire que cela pose. Parce que ça adresse également cette dimension sociale de l'aménagement du territoire, notamment cette question du cadre de vie, de sa dégradation, etc.
Enfin, nous avons la dimension écologique. Promouvoir l'insertion des sociétés dans les milieux naturels, protéger les écosystèmes fragiles et s'inscrire dans le développement durable. Donc, le troisième axe, en termes d'objectifs recherchés par l'aménagement du territoire, puisque on règle la question économique à travers la question des services, des équipements, des infrastructures, à travers la valorisation des potentialités qui existent au niveau des territoires. On renforce ces richesses créées, cette économie développée par l'existence d'un certain nombre d'équipements, d'infrastructures, du point de vue social, pour assurer le bien-être à ces populations-là. Permettre à ces populations qui ont une bonne économie aussi de vivre dans un cadre adéquat. Mais si on s'arrête là, nos actions ne seront pas durables. C'est-à-dire, peut-être pour régler le problème sur les 10 ans, sur les 15 ans, etc. Mais au-delà de ça, puisque les gens se sont dit que l'aménagement du territoire, c'est, on l'a dit, c'est la prospective, donc c'est de regarder ce qui vient dans le long terme, donc dans les 10 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans et au-delà. Il faut donc tenir compte de la question de la durabilité. C'est-à-dire la question économique que nous avons résolue, la question sociale que nous avons résolue, il faut que la résolution soit quelque chose de très durable. Donc pas, si vous voulez, comme on dit, le saupoudrage, c'est-à-dire que tu règles un problème, il ressurgit, c'est un peu ce que nous faisons avec la question des inondations. Et donc, on dit que l'aménagement du territoire doit avoir aussi cette dimension de durabilité, donc la question du développement durable. Et à partir de cet instant, on dit que le troisième axe, après l'économique et le social, c'est la question écologique, c'est la question de l'environnement. C'est-à-dire que dans le cadre même de la valorisation des ressources, pour atteindre l'objectif de l'axe 1 qui est l'axe économique, on doit tenir impérativement compte de la dimension environnementale. On doit tenir impérativement compte de la dimension durabilité. Parce que sinon, vous allez, pour développer l'économie de Kédougou ou de Sédhiou, etc., vous allez exploiter tout le potentiel qui existe pour les 5 ans, vous mettez les populations dans d'excellentes conditions, et au bout de 10 ans, 15 ans, les futures générations vont se retrouver dans des difficultés. Et donc, on dit que pour éviter cette situation, il faut que l'on s'inscrive dans la durabilité. Et une manière de s'inscrire dans la durabilité, c'est dans le cadre des objectifs, notamment économiques ou sociaux et autres, c'est de tenir compte également de cette question de la protection de l'environnement. De dire que, attention, nous avons des espaces qui sont fragiles et qui risquent de disparaître à court terme. Comment est-ce que nous allons protéger ces espaces-là? Dans certains pays, ça peut être les zones de montagne, et dans d'autres, comme au Sénégal, ça peut être le littoral, etc. Vous avez entendu le débat sur le littoral. Quand les gens parlent, exemple de durabilité, aujourd'hui, vous entendez des gens dans leur discours dire, mais peut-être que dans 15 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on va avoir des enfants qui sont nés à Dakar et qui ne verront jamais la mer. C'est ça la question de la durabilité. Mais imaginez, vous regardez, aujourd'hui, vous descendez de ce côté, vers Magic Land, pour entrer, et donc pour voir la mer, vous payez. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ainsi de suite, il y a une bonne partie. Il y a heureusement le parcours sportif, etc. Mais imaginez, si on avait laissé les gens sur tout le long du littoral construire ces espaces, les privatiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais comme ce qu'il y a à Magic Land. Ça veut dire que tu payes pour entrer. Maintenant, quand tu rentres, tu as la possibilité de voir la mer. Donc si on avait la même situation tout le long du littoral, donc dans 10 ans, dans 15 ans, mais ça serait une zone totalement envahie, aménagée, privatisée, et ce qui fait que les enfants qui seront nés ici, voilà, ils seront obligés que leurs parents payent pour qu'ils regardent la mer. Donc l'anticipation, c'est ça aussi, l'aménagement du territoire, c'est ça aussi, c'est d'aménager le territoire en tenant compte des générations futures, en tenant compte des préoccupations qui peuvent nous rattraper
C'est ce que je disais la dernière fois à propos du plan Ecochar, que nous n'avons pas passé. Pourtant, il y avait un certain nombre d'orientations qui inscrivaient l'aménagement de l'agglomération dakaroise dans la durabilité dans le long terme. Il faudrait dire que ces préoccupations-là soient prises en compte. Et ça nous renvoie, si vous vous souvenez, dans les éléments de définition que nous avons vus, à la question de la dimension prospective de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'aménagement du territoire en se limitant seulement au présent. On ne peut pas faire de l'aménagement du territoire en se limitant seulement sur le court terme, 3 ans, 5 ans. Quand on fait de l'aménagement du territoire, on doit avoir une vision prospective. On doit s'inscrire dans le long terme, dans la longue durée. C'est ce qui nous permet d'avoir, si vous voulez, des schémas, des politiques ou des orientations qui sont pertinentes en matière d'aménagement du territoire. À défaut de ça, on aura tout fait, mais jamais l'objectif ne sera atteint. Donc voilà, si vous voulez, pour les 3 objectifs. Donc on est parti de l'économique, on a évolué vers le social et on a terminé avec la dimension écologique. Donc pour chacun des axes, j'ai donné un ensemble d'exemples. D'accord? Donc comme vous êtes censé rendre, c'est toutefois la question que vous avez posée au moment de l'évaluation. Ce sont ces genres d'exemples qu'on vous demande. Ensuite, le 4e point, c'est une interrogation, l'aménagement du territoire au champ disciplinaire de la géographie. Donc nous essayons un peu de voir la relation qui existe entre l'aménagement du territoire et la géographie. Alors, il y a souvent des confusions entre l'aménagement du territoire et la géographie ou avec d'autres disciplines connexes. On parle souvent également d'urbanisme, de planification. Donc, l'aménagement du territoire, ce n'est pas l'urbanisme, c'est lié. L'aménagement du territoire, ce n'est pas la planification, mais c'est lié. Mais que ça soit le plus souvent dans les copies, ou bien dans les débats, dans les discussions, on note souvent un certain nombre de confusions par rapport à ça. Premier élément de réflexion, c'est de voir l'aménagement du territoire comme un champ disciplinaire. C'est-à-dire quelque chose qui fait partie de la géographie. L'aménagement qui s'attache à une meilleure organisation territoriale est lié à la géographie qui s'intéresse aux rapports socio-spatiaux. La géographie, de par ses définitions, semble être faite pour s'intéresser à l'aménagement du territoire. Regardez. La discipline, c'est-à-dire que nous, géographes, on dit que nous nous intéressons aux rapports socio-spatiaux et éventuellement territoriaux. Donc, c'est-à-dire les rapports que les hommes entretiennent avec leur espace et qui, en conséquence, peut devenir des territoires. On est d'accord? Alors, qu'avons-nous dit de l'aménagement du territoire? On a dit que nous faisons de l'aménagement du territoire, nous recherchons une meilleure organisation. Nous recherchons une organisation fonctionnelle du territoire. Quand vous recherchez une organisation fonctionnelle du territoire, cela suppose de prendre en compte deux éléments qui sont importants. Il faut prendre en compte les hommes, mais il faut considérer le territoire sur lequel se trouvent ces hommes.
ou les territoires sur lesquels vivent ces hommes. D'accord? Et il ne s'agira pas, dans le cadre de l'aménagement du territoire, quand on dit par exemple bonne répartition spatiale des sommes, en tenant compte des potentialités, en tenant compte des richesses. Donc cela suppose que vous interrogez la relation que ces sommes qui sont dans ce territoire ou dans cet espace que vous voulez aménager, le rapport qu'ils ont avec le territoire sur lequel ils vivent. Est-ce qu'ils exploitent ce territoire? Agriculture, élevage, pêche. Est-ce qu'ils organisent ce territoire? Construction, traînerie, etc. Ils améliorent leur cadre de vie. Donc ces hommes-là agissent sur leur espace. Le décideur qui fait de l'aménagement du territoire agit sur l'espace. Et donc, il est obligé de tenir compte de cette articulation, de cette relation-là qui existe entre l'homme et le territoire qu'il occupe. Et c'est en faisant ça qu'on peut arriver à dire à métier, en 2030, nous allons, je donne un exemple comme ça, nous allons arriver à une organisation rationnelle du territoire sénégalais. Parce que d'ici là, on aura réussi à transformer ou à améliorer les types de relations qui existent entre les populations ou les acteurs au niveau de Kédougou avec leur territoire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons par exemple aidé ces acteurs-là à mieux valoriser leur potentialité. Nous avons installé des équipements, nous avons installé des infrastructures qui sont sollicitées par ces acteurs-là. Donc il y a une sorte de relations qui sont construites. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons conclure? C'est que, en faisant de l'aménagement du territoire, on s'intéresse forcément aux relations que les hommes entretiennent avec leur espace. Et nous avons dit de la géographie quelle est l'étude des rapports socio-spatiaux. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, même si nous faisons de la géographie, en partie, nous touchons à l'aménagement du territoire. Plusieurs choses que nous avons dans l'aménagement du territoire, nous les retrouvons en géographie. On a parlé de répartition spatiale des hommes. Je me rappelle, quand on faisait, je ne sais pas si ça existe juste à présent, quand on faisait notre première année de géographie, il y avait un cours du professeur Diop sur la géographie de la population et qui montrait un peu la répartition de la population à l'échelle du territoire sénégalais. Mais cette géographie de la population-là, quand nous faisons de l'aménagement du territoire, on est obligé de la prendre en compte. On dit d'abord, quand on regarde Dakar, voilà, nous avons un centre-ville et nous avons une banlieue. Et ce qu'on observe le matin, c'est que nous avons beaucoup d'embouteillages partant de Pikine vers le plateau, partant de Thiaroye Keur vers le plateau. Donc c'est la question de la mobilité des transports. Et le soir, à partir de 16h, 17h, c'est le sens inverse. Donc ce sont les mobilités. Nous géographes, on s'intéresse à ça. Que ce soit dans le cadre de la géographie des mobilités ou bien dans le cadre de la géographie des transports. Mais quand on fait de l'aménagement du territoire et qu'on dit, voilà, nous voulons une bonne organisation de l'agglomération dakaroise, on doit tenir compte de ça. On doit tenir compte du fait que chaque matin, il y a un afflux vers le centre-ville avec beaucoup d'embouteillages et tous les problèmes que ça crée du point de vue financier, économique et autres. Et le soir, nous avons le sens inverse. Donc, dans notre politique d'aménagement de l'agglomération dakaroise, nous avons tenu compte de cette réalité, de cette géographie des transports, de cette géographie des mobilités. Donc, moi, aménagiste ou aménageur, ça dépend. J'aurais besoin de cette géographie des transports-là. Moi, géographe, qui étudie la géographie de Dakar, je tiendrai compte de cette situation avec un regard d'aménagiste, puisque nous avons des plus centres périphériques le matin et inversement l'après-midi. C'est des éléments à intégrer, à prendre en compte. Et en partant de tous ces exemples, la conclusion que nous pouvons tirer, c'est que quand on fait de la géographie,
nous incluons l'aménagement du territoire. Donc c'est pourquoi je disais que c'est un champ de la géographie. Donc ça c'est, si vous voulez, un exemple qui permet d'illustrer à travers les différentes mobilités, à travers l'organisation du territoire, à travers l'organisation de l'espace. Deuxième élément, l'aménagement du territoire est une branche appliquée de la géographie, donc un champ disciplinaire de la géographie. Une géographie appliquée va naître et s'intégrer peu à peu à la géographie universitaire. C'est pourquoi certains d'ailleurs disent que l'aménagement du territoire est une partie appliquée de la géographie. Parce que quand tu fais l'aménagement du territoire, tu fais en réalité de la pratique. Mais ce que tu pratiques là, ça relève de la géographie d'une manière globale. Donc ça fait partie de la géographie, pour les tenants de cette conception, ça fait partie de la géographie. Et ils disent mieux, c'est un pan pratique. Donc c'est la partie, c'est la dimension, c'est la section pratique de cette géographie académique ou bien de cette géographie universitaire. L'enseignement de l'aménagement du territoire dans les départements de géographie, existence d'unités d'enseignement consacrées à l'aménagement du territoire à différents niveaux de la filière. L'autre élément qui nous permet de justifier aussi cette appartenance ou cette intégration de l'aménagement du territoire dans la géographie, c'est qu'à différents niveaux, vous prenez l'exemple du département de géographie de Bicane, vous prenez de la première année jusqu'en Master 2, vous avez des enseignements qui portent sur l'aménagement du territoire. Maintenant, faudrait-il que l'on s'entende sur la définition que nous donnons de l'aménagement du territoire. Parce que pour moi, quand vous faites de la géographie de la population, quand vous faites de la géographie du transport, quand vous faites de la géographie urbaine, quand vous faites de la géographie rurale, etc., de la climatologie, vous touchez à des questions sur l'aménagement du territoire. Parce qu'on ne peut pas faire un bon aménagement du territoire sans tenir compte de ces différentes dimensions. Et de ce point de vue-là, vous vous rendrez compte qu'en réalité, à différentes échelles du parcours académique que vous avez de la première année jusqu'au master, vous faites de l'aménagement du territoire, vous êtes en contact permanent avec cette question-là. Alors, ça, si vous voulez, c'est le premier versant, comme on dit, si vous voulez, la thèse, qui est défendue par un certain nombre d'auteurs. Le second versant maintenant, ce sont ces gens qui disent que l'aménagement du territoire et la géographie sont deux disciplines distinctes, mais liées. C'est-à-dire que pour eux, l'aménagement du territoire, c'est, vous dites département de géographie, on peut dire département aménagement du territoire. Vous dites qu'il a une thèse en géographie, on peut dire qu'il a une thèse en aménagement du territoire. Mais, ils disent que c'est lié. C'est différent, mais il y a des connexions entre elles. Alors, la géographie est une science fondamentale qui étudie les rapports entre l'homme et l'espace. Nous l'avons dit, elle décrit et explique l'organisation spatiale des phénomènes physiques et humains. Alors, de l'aménagement du territoire, nous avons dit que c'est la recherche d'une meilleure organisation du territoire. Il s'agit de concevoir une organisation des territoires meilleure. C'est la science de la conception de l'espace des sociétés, dont l'objet n'est pas l'espace, mais les processus de conception et d'organisation. Pour brûler, la science de l'ingénierie spatiale. Alors, quand vous regardez les deux définitions, et là où nous avons terminé, pour ce qui est de l'aménagement territorial, on parle d'ingénierie spatiale. On est dans la pratique et dans l'action.
de l'aménagement du territoire, on fait dans la pratique, on fait dans l'action. Et c'est quand même une différence fondamentale avec la géographie. Tu fais dans l'action, mais pas que. Pas que. Comme on a disait, quand on était en année de... À l'époque, c'était la maîtrise avant la réforme de 2008, le système LMD. On taquinait certains de nos camarades. Pourquoi? Parce que ils avaient fait leur mémoire, voilà, en restant dans les bureaux. Ils sont restés dans les bureaux, ils ont obtenu des données, ils les ont analysées, après ils ont sorti en mémoire. Et on le taquinait en leur disant que vous n'êtes pas des géographes parce qu'un géographe, quand il fait son mémoire, il doit impérativement être sur le terrain. Quand vous faites, je ne sais pas si vous avez un enseignant sur ça, de l'épistémologie ou d'épistémologie de la géographie, on n'est pas sur la pratique. Mais parfois sur des éléments qui relèvent de la théorie. Pour l'aménagement du territoire, on est toujours dans l'action, on est toujours dans la pratique. On parle d'ingénierie spatiale, de comme nous parlons d'ingénierie sociale ou d'ingénierie territoriale, etc. Mais toujours, ça place la discipline au contact du terrain. Donc ce n'est pas... l'aménagement a une dimension conceptuelle, méthodologique, théorique. Mais à côté de tout ça et par rapport à tous ces concepts, toutes ces théories-là, le plus important, c'est de les opérationnaliser. Quand vous entendez souvent un débat, je ne sais pas si ça va revenir avec les nouvelles autorités, mais au cours de ces 10 dernières années, notamment avec l'acte 3, avec l'acte 3 de la décentralisation, on a souvent parlé, il faut territorialiser les politiques publiques. Territorialisation des politiques publiques. Territorialisation, c'est-à-dire partout, tu entends territorialisation des politiques publiques. Les gens donnent parfois un contenu très aérien, thermo, à la mode, et voilà où on l'utilise. Et quand tu demandes parfois à certaines personnes qui ne sont pas praticiens de t'expliquer de quoi il s'agit, ils ont des problèmes pour l'expliquer. Alors, une fois nous sommes allés avec les étudiants de master en aménagement, nous sommes allés en stage pédagogique dans le Sine Saloum. Et je leur ai parlé d'une expérience que nous développions à l'époque avec la commune de Djosson. C'est un peu dans le département de Foundiougne. Je disais que quand le maire il a été élu, il a dit que l'une de ses priorités, c'était d'avoir un plan de développement communal, un PDC. Nous l'avons dit d'accord. Nous avons accompagné de manière concertée et participative l'élaboration de ce PDC en relation avec l'ARD de Fatick. D'accord? Une fois que le PDC a été élaboré, on a terminé par une priorisation. On a identifié ce qu'on appelle le PIB, le programme, le plan d'action prioritaire. Donc on a identifié un ensemble d'actions. Pour chacune de ces actions, on l'a localisé en disant que ça c'est dans le village de Djosson, ça c'est dans le village de Korbaka, ça c'est dans le village de Boyen, etc., etc. Et nous, en tant qu'organisation, nous avons dit à la commune, nous t'accompagnons en faisant ceci et cela, nous allons chercher d'autres personnes qui vont t'accompagner. Et enfin, nous avons dit au maire
étudiants, etc. Mais la territorialisation des politiques publiques, c'est seulement ça. Parce que la politique publique au niveau local, le PDC s'inscrit dans les orientations nationales. À l'époque, c'était l'acte 3, c'était le PSE. Et on essaie de voir comment, au niveau de ce territoire, on arrive à décliner ces actions du point de vue sanitaire, du point de vue scolaire, du point de vue etc. Quand on a fait le diagnostic, on s'est dit, ah, mais dans tel village, il y a déjà une école. Est-ce que c'est prioritaire d'en faire une autre école? Non, on met l'école dans l'autre village qui est prioritaire. Ah, mais on doit mettre en place un centre de santé. Le centre de santé, le village polarise, comment dirais-je, la commune a X, par exemple, 30 villages. On a déjà un centre de santé. Quels sont les villages qui sont proches de ce centre de santé? Ah, nous avons une dizaine de villages qui sont polarisés par ce centre de santé. Donc le second centre de santé que nous allons faire, est-ce que nous ne pouvons pas le localiser dans le village XY? Dans le village XY, il pourra polariser 13-15 villages sur un rayon de 1, 2, 5 km. Mais quand on fait tout ça, on est dans la territorialisation des politiques publiques. Parce que c'est arrivé à inscrire nos actions, nous, en tant que pouvoir public, sur nos territoires, de manière coordonnée et de manière concertée. Quand on le fait, on fait de l'aménagement du territoire. Donc on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. C'est pourquoi on dit que c'est par essence une matière qui relève de la pratique. Et cela est fondamental. Alors, autre élément, c'est que c'est un champ d'aménagement du territoire multidisciplinaire. Ça renvoie à ce que je disais tantôt, vous avez différents cours. Mais quand on va faire de l'aménagement du territoire, on a aussi besoin des économistes. On a besoin des sociologues. Je crois que la dernière fois, c'est à vous que j'expliquais l'anecdote du Congo-Brazza, où on a voulu mettre en place un projet qui en soi n'était pas mal, mais qui malheureusement n'avait pas tenu compte de la dimension idéale du territoire. Parce que le territoire aussi, c'est sa dimension sociologique, c'est sa dimension religieuse. Et donc, il est fondamental que dans le cadre de l'aménagement du territoire, on tienne compte de ces dimensions. Et ça, ce sont des questions, des domaines qui sont principalement abordés par des socio-anthropologues ou des sociologues tout court. Mais l'aménagement du territoire, c'est aussi un cadre, nous le verrons. Parce que c'est exercé par des collectivités territoriales en vertu de la décentralisation, mais qui est encadré par un certain nombre de textes et de lois. Ce qui fait que nous avons besoin du juriste. Au Sénégal, après l'adoption du PNADT en janvier 2020, on a adopté le visa de localisation, qui est un outil d'organisation du territoire. Toutes ces questions, n'est-ce pas, ont une dimension juridique, réglementaire. Et ce qui fait que, en réalité, quand on fait de l'aménagement du territoire, on tient compte de ces différentes disciplines, de ces différents apports. C'est pourquoi on dit que c'est un champ multidisciplinaire. Autre élément, c'est l'existence de DES, c'est les diplômes d'études supérieures spécialisées ou bien de master dans des facultés autres que celles abritant les départements de géographie. Au Sénégal, pas, non. Mais quand vous allez dans certains pays, notamment des pays occidentaux, que ce soit des pays d'Europe ou les pays anglo-saxons, vous allez retrouver l'aménagement du territoire dans d'autres facultés, dans d'autres départements. Que ce soit économie ou bien transport, etc. Donc différents des départements de géographie, comme nous l'avons au niveau de l'université de Dakar. Et aujourd'hui, vous allez ici, à la faculté de droit, de sciences juridiques. Nous avons un master sur la gestion des collectivités territoriales. Vous allez à l'ESP ici, derrière,
nous avons des masters sur les énergies. Pourtant, on est dans des facultés, on est dans des départements autres que le département de géographie, mais qui abordent des problématiques qui sont au cœur de l'aménagement du territoire. Donc ça aussi, c'est une spécificité qui nous permet de détacher l'aménagement du territoire de la géographie. Autre élément, c'est que l'aménagement du territoire est distinct de la planification territoriale. Je disais tantôt qu'il y a eu beaucoup de confusion autour de ces concepts, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont fortement différents. Alors, tous les deux sont liés à la gestion territoriale. C'est-à-dire, quand on fait de la planification, donc on dit, voilà, nous voulons réaliser 2 postes de santé, 3 lycées dans la région. Alors, il faudrait qu'on dise à quel horizon, donc une répartition temporelle, année 1, année 2, année 3, ainsi de suite. Il faudrait qu'on dise également quel est l'horizon, quelle est la répartition spatiale, c'est-à-dire le premier lycée, on le met dans quel village, dans quelle commune, ainsi de suite. D'accord? Donc là, on fait de la planification. Donc, le fait de décider de mettre un lycée ou bien un poste de santé dans un tel ou tel autre village, mais ce qui veut dire que vous influez sur la gestion de ce village, puisque en y mettant le poste de santé, le centre de santé, l'école ou le lycée, mais vous influez fortement, vous transformez en réalité ce village. Il y a des incidences qui seront obligées, qui seront prises en compte par les acteurs, que ce soit les acteurs publics ou parfois les acteurs privés, ça dépend du type d'équipement. Donc, on est au cœur de la gestion territoriale. D'accord? On fait en même temps de l'aménagement du territoire, puisqu'on a décidé de mettre en place ici une école, là-bas 2 écoles, là-bas un poste de santé, etc. Mais sauf que, à la différence de la planification, l'aménagement du territoire va plus loin. En amont d'abord, et ensuite en aval. En amont, ça veut dire que quand on fait un schéma d'aménagement du territoire, on ne peut pas dès le départ décréter que nous devons mettre en place 2 écoles ou bien 3 écoles. Il y a quelque chose qui le détermine, c'est le diagnostic, c'est le bilan territorial. Qui est le premier pas quand on fait le schéma d'aménagement du territoire. Il faut d'abord connaître le territoire. Et c'est quand on connaît le territoire, après qu'on vient faire, qu'on dit, ah mais on a connu le territoire, voilà les potentialités du territoire, voilà les faiblesses, voilà les handicaps du territoire. Maintenant, comment solutionner? Voilà les dysfonctionnements. Comment solutionner? Comment améliorer? Comment transformer cette situation? Ah, donc on est dans les alternatives, dans les solutions. On dit, ah mais il faut mettre en place des hôpitaux, il faut mettre en place, aménager des pistes de transhumance, il faut mettre en place des parcs à vaccination, etc., etc. On est dans les propositions. Et après on dit, mais on a beaucoup de besoins. Les attentes sont nombreuses. Tous les villages veulent avoir une école ou bien un poste de santé. Comment régler cette situation? On fait de la priorisation et on fait de la planification. D'accord? On dit, ah mais tiens, notre enveloppe, de toutes les façons, dans les 5 ans à venir, nous ne pouvons pas mobiliser 5 milliards. Donc nous allons, bien que la demande elle est forte, les gens veulent beaucoup d'écoles, les gens veulent beaucoup d'infrastructures sanitaires, mais nous n'avons que 2 milliards. Donc travaillons sur ces 2 milliards. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir? Ah mais au lieu de 5 écoles, il nous faut peut-être une école élémentaire et un collège. Au lieu de 3 postes de santé, peut-être qu'il nous faut un poste de santé et 2 cases de santé, ainsi de suite. Donc on fait la priorisation. D'accord? Après cela, on en arrive maintenant à la planification. Donc on a dit que nous avons 2 écoles primaires, 3 lycées, 4 centres de santé, 2 forages, ainsi de suite. Voilà ce que nous avons. Voilà où est-ce que nous allons le faire. C'est dans la commune. Suivant quel horizon, nous allons le faire dans les 5 ans à venir. Et maintenant, on commence la planification. Premier lycée, on a un seul lycée. Où est-ce que nous allons le mettre? On discute.
On dit à le lycée, il faut le mettre à Boyet, il faut le mettre à Pongoli. En quelle année? En 2026 ou bien en 2027. Ainsi de suite. Et c'est ça qui est la planification. Donc quand vous regardez, c'est que la planification fait partie de l'aménagement du territoire, mais ça vient après. On a une étape précédente, qui est l'étape diagnostic. Deuxième élément, c'est que quand on fait de la planification, généralement on fait la planification sur le court terme. Parce que quand vous regardez le système de planification nationale, on dit que le PDC c'est autour de 5 ans. Alors que le schéma d'aménagement du territoire, il va au-delà des 5 ans. D'accord? Donc, dans notre schéma d'aménagement du territoire, on ira au-delà de cette étape de planification sur les 5 ans. On voit que notre schéma s'étend sur 20 ans, sur 15 ans. Donc, nous voyons que la planification territoriale fait partie intégrante de l'aménagement du territoire et que, globalement, l'aménagement du territoire est beaucoup plus vaste que la planification en tant que telle. Même si vous voulez les deux sont liés. L'aménagement du territoire renvoie à l'action, c'est-à-dire la mise en œuvre des actions identifiées. La planification consiste à l'identification des actions. Elle doit se faire de manière concertée sur la base de la connaissance du territoire. Alors, l'aménagement du territoire est différent de l'urbanisme, mais il lui est lié. C'est-à-dire que les deux sont différents, mais sont liés. Pourquoi? Parce que l'aménagement du territoire trouve certainement sa source dans l'urbanisme, car c'est dans les villes que les formes de réglementation, d'occupation rationnelle de l'espace ont pris naissance. La notion d'échelle est fondamentale ici pour différencier l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Si vous vous souvenez de l'historique que nous avons fait de l'aménagement du territoire, nous avons dit qu'à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un regain d'intérêt pour l'aménagement du territoire. On a commencé, si vous voulez, à avoir des ministères, à avoir des structures qui sont spécialement dédiées à l'aménagement du territoire. Nous avons parlé de la Grande-Bretagne. Town and country planning. Et dans le temps, ce qui veut dire que les Britanniques, par exemple, avaient mis l'accent sur la question des villes. Parce que pour eux, l'aménagement du territoire devrait accorder une place fondamentale à ces villes-là. En France aussi, ça a occupé une place importante, puisqu'il y a beaucoup de villes, sur la plupart des bombardements nazis, c'était directement les villes qui étaient concernées. Donc il y a beaucoup de villes qui avaient été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dans cette logique de réorganisation des villes, de réglementation dans les nouvelles villes qui venaient d'être créées. Donc c'est ça, dans ce contexte-là, cet idéal-là, qu'est né l'aménagement du territoire. Donc on a commencé, en tout cas du point de vue politique, des points de vue scientifiques, même si, comme on l'avait dit la dernière fois, la pratique elle est très ancienne. Mais du point de vue politique, du point de vue scientifique, ça a commencé d'abord dans cet effort de dire que c'est important de construire, c'est important de reconstruire les villes, c'est important de les organiser, etc. Or, quand on se limite seulement à l'organisation des villes, à la réglementation, à dire que nous aménageons, nous faisons des espaces verts, etc., en s'appuyant sur des codes, en s'appuyant sur des réglementations, on est dans l'urbanisme. D'accord? Maintenant, on dit qu'il y a une question d'échelle qui les différencie parce que l'aménagement du territoire fait la même chose. Maintenant, pourquoi dit-on que c'est la question de l'échelle qui les différencie? C'est que cette organisation que nous avons faite dans les villes, nous pouvons le faire dans les campagnes. Et on fait de l'aménagement du territoire. Mais on ne dira pas qu'on fait de l'urbanisme là-bas. Parce qu'on n'est pas dans l'urbain.
On est dans la campagne. Parlant de Fongo-Libye, parlant de Dakar-Libye, parlant de Dindefelo et autres, on peut parler d'aménagement du territoire sans avoir tort. Mais on ne pourra pas parler d'urbanisme dans ces villages. Donc la différence fondamentale, si vous voulez, entre les deux, tient à cette question de l'échelle. Avec l'urbanisme, on est plus dans les villes, dans les centres urbains, ou plus ou moins semi-urbains. Tandis que l'aménagement du territoire va au-delà en englobant les campagnes. Alors, l'urbanisme se limite à un meilleur aménagement des villes, donc c'est une politique visant à modeler la structure interne des villes. Il se différencie dès lors de l'aménagement du territoire qui s'élève à une échelle plus vaste. L'aménagement du territoire couvre une réalité plus vaste. Il s'agit d'une politique qui implique une mise en valeur rationnelle de l'espace et l'utilisation optimale des ressources naturelles en vue d'un développement économique plus harmonieux. Et ça aussi c'est un élément important parce que généralement les ressources en tout cas primaires, naturelles, se trouvent le plus souvent dans les zones rurales, dans les campagnes. Donc c'est là vraiment la différence qu'il faut noter par rapport à l'urbanisme. La différence fondamentale, c'est une question d'échelle. Je ne sais pas si je vous ai expliqué, il y a une année où les étudiants, pratiquement de 21h jusqu'à l'aube, ils ont passé leur temps à polémiquer sur ces deux notions-là. On était en sortie pédagogique à Fatigue. L'urbanisme, c'est l'aménagement du territoire, et d'autres disaient que non, l'urbanisme, ce n'est pas l'aménagement du territoire. Après, nous sommes beaucoup de très tendu, très tendu. Alors que la seule différence, elle venait de là. D'accord? Donc c'est une différence fondamentale entre les deux, cette question de l'échelle. Oui? Oui? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de l'aménagement du territoire sans intégrer la question de la planification. Vous prenez l'exemple d'un schéma d'aménagement du territoire que vous réalisez actuellement. Nous sommes en train de réaliser le schéma d'aménagement. Mais d'habitude, là, les voilés sont plus sages. Aussi, vous Camilla. Ah, mais il faut être sage, Camilla. Il ne faut pas. Tu ne faut pas perturber. C'est qui perturbe. Alors, actuellement, nous sommes en train d'élaborer le schéma d'aménagement transfrontalier du bassin du fleuve Sénégal. Alors, nous avons d'abord commencé par le diagnostic. Quand nous avons fait le diagnostic, la planification est venue après. Nous avons fait le diagnostic, nous avons fait la prospective sur les 20 ans à venir, et ensuite nous avons fait la planification qui va concerner la période 2026 et les 5 ans. Donc 26, 27, 28, 29. Non. 25, 26, 27, 28, 29. Donc 2025, 2029. Donc la planification ne concerne que cette période. Alors que le schéma d'aménagement, il s'étend sur les 25 ans. D'accord? Donc c'est une partie, si tu veux, intégrante des stratégies ou des politiques d'aménagement du territoire. D'accord? Alors, s'il y a d'autres questions, vous pouvez, les écrire pour nous permettre de répondre. Alors, oui, tu mets sur le papier, après je réponds d'accord. Vas-y. Alors, tu vois,
c'est ce que je disais. C'est-à-dire que si tu écris la question, je dis la question à haute voix, tout le monde entend. D'accord? Et ensuite je réponds, tout le monde entend. D'accord? Mais là, tu vas poser la question, je vais la répéter. Sinon, je réponds la question, je réponds qu'à toi. D'accord? C'est des questions pratiques en fait. Alors, s'agissant maintenant des principes, c'est la deuxième partie du cours. S'agissant maintenant des principes et fondamentaux de l'aménagement du territoire, nous avons un certain nombre de principes. Nous avons d'abord le polycentrisme. Alors, le polycentrisme renvoie à l'idée d'une organisation territoriale reposant sur l'existence de plusieurs centres. Le territoire est structuré autour de plusieurs pôles. Le pouvoir politique et administratif est distribué entre plusieurs centres, à la différence du monocentrisme qui caractérise plusieurs États. Le développement du territoire se fait donc à partir de plusieurs pôles qui sont autant de centres décisionnels et attractifs. Exemple, création de nouveaux centres politiques et administratifs, capital politique, pôle urbain, création de pôles de croissance dans le cadre de la déconcentration industrielle. Alors, donc, dans polycentrisme, il y a le terme pôle. Alors, le terme pôle, c'est, si vous voulez, un centre organisé autour d'un certain nombre d'équipements administratifs, économiques, de services, etc. et qui permet de polariser un intervalle relativement important. D'accord? Pourquoi le polycentrisme est un principe important en aménagement du territoire? Parce que, comme on l'a dit, l'idée d'organiser le territoire est née du constat de l'existence de plusieurs disparités, de plusieurs différences. D'accord. Maintenant, pour régler, pour résoudre, ou bien pour améliorer cette situation en termes de disparité, il y a la nécessité de créer ou de mettre en place d'autres centres que nous appelons pôles. Pourquoi? Parce que nous sommes partis du constat que l'existence de ces disparités, de ces différences territoriales est liée à un système monocentrique. C'est-à-dire que nous sommes en présence d'un territoire où il y a un seul centre principal, où il y a un seul pôle. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas de la Guinée, avec Conakry, c'est le cas de la Guinée-Bissau, avec Bissau, c'est le cas du Mali, avec Bamako, et ainsi de suite. Donc c'est pour casser ce monocentrisme-là qui crée un certain nombre de problèmes en termes de mobilité, en termes d'accès au logement, en termes d'accès au foncier, en termes de cadre de vie, etc. Qu'on a dit, mais puisque c'est un seul pôle qui nous crée tous ces problèmes, est-ce qu'il ne faut pas penser à la création d'autres pôles? Donc on est dans la logique du polycentrisme. Maintenant, ces pôles-là, nous devons les créer, mais si vous voulez, prenant en compte un certain nombre d'éléments. Vous ne pouvez pas parler de pôle alors que vous ne tenez pas compte de la question économique. Vous ne tenez pas compte de la question des services. Cela est important. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, quand les gens ont parlé de pôle territoire, les idées de répartition de ces pôles qui varient, il y a d'autres qui disent qu'il nous faut 6 pôles, d'autres qui disent qu'il nous faut 7 pôles, d'autres parlent de 8 pôles. Donc il y a des différences. Mais toujours est-il que vous vous rendrez compte que, quel que soit le nombre qui est retenu, ce qui est mis en avant, c'est aussi la question économique, c'est la question du cadre écogéographique. Quand, par exemple, les gens vont vous parler du pôle Sénégal oriental, d'accord, c'est parce qu'ils mettent en avant un certain nombre de spécificités de ce territoire. Quand ils vous parlent du pôle Casamance, c'est parce qu'il y a un certain nombre de spécificités économiques, en termes de potentialité, en termes de richesse, qui sont mis en avant. Et donc, il s'agira de mettre en place des infrastructures, de mettre en place des équipements qui permettent non seulement d'exploiter le potentiel économique, mais aussi de le transformer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous parlez du pôle Casamance, il faut accompagner
la production d'anacarde, en aidant par exemple les producteurs à avoir des pistes qui leur permettent d'évacuer leur production. Mais indépendamment de ça, et de conserver la production, notamment la pomme de cajou. Mais indépendamment de ça, il faut se dire que mais ce potentiel-là, il peut non seulement être exporté, mais il peut aussi être transformé. Donc, dans le cadre du pôle Casamance, il faut qu'on tienne compte de la mise en place d'unités de transformation. Et ce sont ces unités de transformation, c'est le développement de cette filière à côté d'autres, bien sûr, qui va permettre de créer de la richesse, qui va permettre de créer de l'emploi. À partir de l'instant où des richesses, ou des emplois, ou des, des retombées économiques et financières sont créées, cela veut dire que forcément que des emplois sont créés. Et cette création d'emplois, de richesses, se traduit par une fixation des populations. Vous avez un jeune qui vous dit que j'ai la certitude ici d'avoir 300 000 francs par mois. Est-ce que je vais m'aventurer ou bien je vais tenter d'aller à Dakar avec des risques de se retrouver avec 50 000 francs ou bien moins que ça. Donc je vais rester ici. Donc, on développe une stratégie à travers ce pôle en ajoutant bien sûr d'autres services d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre environnemental, etc. Et donc, avec la finalité de faire de cet espace-là une zone de rayonnement, une zone de polarisation. Ça, c'est un élément important. Le second élément important, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on parle de pôle, par exemple, on dit pôle Casamance, parler de pôle ne veut pas dire qu'on identifie un seul lieu dans une zone donnée et on construit le pôle à partir de ce lieu. Cela veut dire quoi concrètement? Si on prend le pôle Casamance, il ne s'agit pas de dire que, mais tiens, la Casamance, la capitale naturelle, c'est Ziguinchor, donc il faut installer des infrastructures à Ziguinchor et on en crée on en fait un pôle. Non. Il s'agit de dire que, mais le pôle, c'est quoi? C'est cet ensemble Casamance. Cet ensemble Casamance, donc région de Kolda, région de Ziguinchor, région de Sédhiou, quels sont les sites où nous pouvons positionner un certain nombre d'équipements, où nous pouvons positionner un certain nombre d'infrastructures. Donc on dit, mais à Ziguinchor, on peut faire tel type d'équipement, par exemple, des équipements en termes de formation administrative ou en termes d'unité de transformation. À Goudomp, on peut faire ça, à Bona, on peut faire ça, à Médina Yoro Foulah, on peut faire à Bénigara, etc. Donc il faut créer, dans ce pôle Casamance-là, il faut avoir, n'est-ce pas, un système multisite qui permet à chaque site d'être spécialisé, d'avoir une vocation et que l'ensemble de ces sites-là soient complémentaires pour le développement du pôle Casamance, articulé avec le développement national, c'est-à-dire avec le développement du Sénégal, donc avec le développement des autres pôles qui seront mis en place au Sénégal. Donc c'est en cela qu'on dit que le principe de polycentrisme il est fondamental quand on fait de l'aménagement du territoire, parce que faire de l'aménagement du territoire, c'est casser, c'est faire ces fortes inégalités, ces fortes disparités qui existent. Et pour le faire, il faut arriver à se débarrasser de ce système monocentrique, donc où l'organisation territoriale repose sur un seul centre avec tous les problèmes que cela pose. Alors, je réponds aux questions. Pour finir, y aurait-il pas une définition universelle de l'aménagement du territoire? Non, en fait, il y a plusieurs définitions de l'aménagement du territoire en fonction des auteurs. Quand ils sortent ici, je te donne une définition. Tu vas même au département, tu trouves les autres collègues qui te donneront leur définition. Tu les doses pour que tu trouveras des définitions. Mais le plus important, c'est qu'il y a, quelle que soit la manière de le dire, l'idée derrière, c'est cette organisation fonctionnelle du territoire. C'est cette organisation qui vise le développement à long terme de nos territoires. En fait, c'est ça. Il faut arriver à une bonne organisation du territoire. Il faut arriver à une organisation fonctionnelle du territoire. Il faut en fin de compte arriver au développement des territoires. Maintenant, comme c'est plusieurs spécialistes, c'est plusieurs auteurs, etc., chacun a sa manière de le dire. Quelle est la différence entre l'égalité territoriale et l'équité territoriale dans l'aménagement du territoire? Alors, si tu veux, ça fait partie des principes que nous allons aborder. Moi, je préfère attendre de répondre à cette question.
sur l'équité et l'égalité, nous verrons qu'en réalité, ce qui est recherché en aménagement du territoire, c'est la question de l'équité territoriale. La question de l'équité territoriale renvoie au fait que, s'il vous plaît, la question de l'équité territoriale renvoie au fait que nous devons faire de telle sorte, dans le cadre de cette politique d'aménagement du territoire, où que se trouve le Sénégalais, qu'il se sente en termes de présence d'infrastructures, en termes de présence d'équipement, en termes de présence de services. Donc il sent cette présence de l'État. L'égalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as trois écoles à répartir entre 3 personnes qui donnent à chaque personne, ou bien à chaque commune, comme agrégé une école. C'est ça l'égalité. Alors que l'équité territoriale, tu peux avoir 3 communes, avoir 3 écoles, et de dire que nous avons 3 communes. Dans la première commune, nous avons 5 écoles, c'est une commune de 20 villages ou bien de 25 villages. Dans la deuxième commune, nous avons, si vous voulez, une dizaine ou bien une vingtaine de villages, nous avons une seule école. Dans la troisième commune, nous avons, si vous voulez, une vingtaine de villages, nous avons 3 écoles, etc. Donc, à partir de ce constat-là, tu dis, mais la première commune, elle a déjà suffisamment d'écoles, donc elle n'a pas besoin d'avoir une école primaire. Alors que de l'autre côté, nous avons une commune qui a 25 villages pour seulement 2 écoles ou 3 écoles. Donc on peut dire donc que l'urbanisme est une partie intégrante de l'aménagement du territoire, puisque l'urbanisme relève de l'aménagement du territoire. En fait, quand on fait de l'aménagement du territoire, on intègre. C'est-à-dire tout ce que nous faisons dans le cadre de l'urbanisme, nous le faisons dans le cadre de l'aménagement du territoire. Mais seulement à l'échelle des villes. D'accord? On peut faire de l'aménagement du territoire dans les zones rurales, mais on ne sera pas sur les questions d'urbanisme parce que nous ne sommes pas en présence de villes. L'urbanisme renvoie principalement, si tu veux, à la question des villes. Est-ce que la planification peut être considérée comme l'application, voire l'action de l'aménagement du territoire? Non. Quand on planifie, on n'est pas encore dans l'action. L'action vient après la planification. Dans la planification, on a déjà identifié les actions. On dit voilà les actions, voilà quand est-ce que nous allons les réaliser, voilà où est-ce que nous allons les réaliser. Maintenant, l'action consiste justement à réaliser cette planification. Si tu veux donc, l'action, c'est la dernière étape après la planification. On planifie et après on met en œuvre. Mettre en œuvre, c'est être dans l'action. Est-ce qu'on peut dire que l'aménagement du territoire est une pratique qui se forme sur une appropriation des notions et des méthodes empruntées à des disciplines diverses? On peut le dire. On peut le dire parce que même quand tu regardes dans les définitions, quand on a parlé de dimension économique, tu peux lire beaucoup d'ouvrages d'économistes, n'est-ce pas? Tu te rendras compte qu'ils sont venus, ils sont développés, n'est-ce pas, des notions autour de la question de l'égalité du point de vue économique. Donc on dit que l'aménagement du territoire est pluridisciplinaire parce que justement, il fait appel, n'est-ce pas, à des concepts, à des, si vous voulez, définitions qui sont des mots, des méthodes qui sont proches ou bien qui sont utilisées par d'autres disciplines. Pourquoi a-t-on détaché l'urbanisme de l'aménagement du territoire alors qu'ils sont les objectifs? Non, en réalité, détaché, si tu veux, on peut le dire du point de vue institutionnel quand on prend le cas du Sénégal pendant longtemps. Quand tu regardes jusqu'en 2021 par exemple, on avait un ministère de l'aménagement du territoire qui était différent du ministère de l'urbanisme où il y avait le logement, où il y avait le cadre de vie, etc. Mais aujourd'hui, avec le nouveau dispositif institutionnel, tu te rendras compte que l'urbanisme et l'aménagement du territoire sont mis ensemble. Donc, aussi bien du point de vue politique que du point de vue institutionnel, on doit lier les deux. En tout cas, c'est à ce que beaucoup de spécialistes de l'aménagement du territoire qui estiment que les deux
sont tellement liés que du point de vue politique et institutionnel, on ne devrait pas les séparer. Est-ce que le pôle urbain de Diamniadio a un plan d'aménagement territorial, je ne sais pas, a un plan d'aménagement territorial? En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le pôle urbain s'inscrit dans les stratégies d'aménagement territorial. Et effectivement, il y a eu tout un raisonnement, parce que c'est un projet, donc il y a eu tout un raisonnement, tout un cheminement, tout un plan, tout un processus construit autour de l'aménagement de ce pôle. Donc c'est vrai, ça, au-delà même du plan, ne pas parler de tout un dispositif territorial qui a été mis en place et doit servir